Nous sommes en live déjà sur YouTube. Et puis après, refaire le bonsoir parce que, pour que ça soit. Et voilà. Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Leïla, mon invitée de ce soir. Bonsoir. Nous sommes déjà un live sur YouTube et je suis ravie de t'avoir comme invitée ce soir, Leïla. Je suis moi-même Wana Junku, votre leadership agile DJ, qui mixe n'importe quelle pratique peuvent vous aider à devenir fier de vos résultats. C'est la présentation que j'aime faire. Et j'ai mis en place les dialogues au coin du feu pendant ce mois de février qui célèbre 20 ans de l'écriture du manifeste agile. Et pour cette occasion, il y a le festival Agile 20 Reflect qui a été créé. Et dans la communauté française, nous avons créé plusieurs événements, dont cette série de dialogues sur le devenir de leadership agile 20 ans après l'écriture du manifeste agile. Et pendant la session, ce que je voudrais vous dire avant de vraiment commencer et accueillir proprement Leïla, nous avons une initiative qui est la fresque agile. Alors, il y a dans mon habillage d'écran, vous voyez le lien, je vais le mettre aussi dans le chat. C'est un mural où vous pouvez écrire, noter sur des post-it vos idées et pendant la session, et puis quelqu'un, un groupe d'enthousiastes facilitateurs visuels vont transformer vos idées dans une fresque. Donc n'hésitez pas, soyez généreux et écrire toutes les idées qui vous inspirent sur cette fresque. C'est partagé dans 3 sections. Le passé de l'agilité, le présent de l'agilité et l'avenir de l'agilité, un peu sur le modèle de Conte de Noël de Dickens. Donc les 3 fantômes de l'agilité ou les 3 fantômes du leadership agile, du coup. Après vous avoir décrit toute cette partie logistique, merci Leïla d'avoir patienté. J'ai l'immense plaisir de t'accueillir, Leïla, ce soir comme invitée de ces dialogues. Je te connais, Leïla, depuis des années et j'avais donné une formation sur le product ownership et nous sommes restés en contact et aujourd'hui tu es porteuse de l'agilité de bout en bout, le business agility. Et je te laisse continuer la présentation. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée, Johanna. Merci à tout le monde d'être là. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. L'objectif vraiment des échanges au coin du feu, c'est vraiment que tout le monde participe et on va faire en sorte que ça soit le cas. Très rapidement, donc, je commencerai par le moment où j'ai connu Oana il y a quelques années. Je travaille encore chez BNP Paribas et je commençais à découvrir l'agilité. Elle m'a formée sur la partie product et ce fut une des plus belles formations que j'ai eues. Je n'étais pas la seule à la partager. On était un tout petit groupe. On était, je crois, 8 ou 9. Et on a vécu 2 jours de bonheur, à la fois dans la manière dont Oana anime ses formations et à la fois sur la connaissance profonde qu'elle a du produit. Voilà, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et petit à petit, voilà, je me suis dirigée un peu vers le coaching. Très rapidement, qui je suis. Donc voilà, je n'étais pas du tout destinée à faire du coaching agile de par ma formation. Donc je suis ingénieure docteur en énergétique, donc absolument rien à voir. Donc j'ai enseigné pendant 5 ans à l'université de Perpignan. Puis suite à ça, j'ai changé de parcours complètement. J'ai commencé comme développeur, chef de projet, directrice de programme. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le conseil. J'ai fait un petit passage, assez long passage d'ailleurs, 10 ans chez BNP Paribas en interne, où j'ai beaucoup travaillé
sur la partie management et sur les programmes de transformation. Suite à ça, j'ai décidé, je ne vais pas dire que c'est la faute de Oana, mais en tout cas, en rencontrant pas mal d'agilistes, j'ai décidé de revenir au conseil et du coup vers du coaching agile. J'ai travaillé chez Octo, chez Margot et actuellement, je suis chez School Lab. Donc, c'est un studio d'innovation. Donc, je suis responsable de l'offre Business Agility. Et voilà, j'accompagne pas mal d'entreprises dans leur transition vers l'agilité. Je parle moins de transformation parce que ce n'est pas point A vers point B. Ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment un voyage et un voyage qui est partagé et différent. Voilà, chaque membre qui va aller vivre cette transition va le vivre à sa manière et son voyage va être différent de son collègue ou de son manager, etc. Voilà, donc du coup, ravi d'être parmi vous. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire sur cette partie-là, c'est vraiment partager tous ensemble. Donc, je vais vous demander aussi d'être active. Et voilà, j'ai préparé quelques exercices pour qu'on puisse les faire ensemble. Merci, merci Leïla. Merci. J'adore, tu prends la main. C'est très, très bien. Leïla, donc aujourd'hui, cette idée de qu'est-ce que aujourd'hui le leadership agile a besoin de devenir, j'ai envie de commencer avec une question assez basique. Le leadership, on en parle, c'est un mot qu'en anglais on peut dire overrated ou en français ça peut devenir un mot valise. Carrément. Donc pour toi, le leadership, si je dis leadership, c'est quoi? C'est comment pour toi, leadership? Effectivement, c'est un mot valise. Je vais suivre un peu la manière dont je travaille sur les sujets, c'est-à-dire que pour moi, pour bien comprendre ce qu'est le leadership, j'ai besoin d'avoir l'avis de la communauté, des sociologues, des neuroscientifiques, etc. Et donc, effectivement, le leadership, c'est vraiment, si on regarde la définition, c'est pouvoir influencer les personnes pour pouvoir réaliser un travail commun. Si on se réfère très rapidement à une définition la plus simple possible. Dans le mot influence, certains vont y voir manipulation, vont y voir plein de choses. Et donc, d'où aussi la difficulté du leader aujourd'hui à emmener les personnes. Donc voilà, il y a plusieurs types de leadership en fonction de la situation, en fonction effectivement du niveau où on est, transformationnel éventuellement. Il y a le leadership authentique, on en parle de plus en plus. Servant leadership, il est arrivé un peu avec l'agilité en disant que le leader est au service et voilà, des équipes, etc. Donc plusieurs types de leadership. Ma définition personnelle, pour moi, chacun de nous est leader sur ce qu'il connaît le mieux, sur une certaine situation, c'est-à-dire qu'on peut être leader dans une situation et ne pas l'être sur une autre situation. Et l'agilité, pour moi, quand je lis le manifeste agile, où on parle beaucoup de teaming, de team, d'équipe, etc., aujourd'hui, j'ai fait un parti pris. J'aimerais vraiment parler de followership, si ça ne vous dérange pas. C'est-à-dire, on parle beaucoup de leaders aujourd'hui. Ils occupent le terrain dans les entreprises, dans tous les articles, dans les livres, sur Internet. Si vous regardez, c'est des billions si vous recherchez leadership ou leader, vous avez vraiment cette recherche-là, c'est des billions de résultats. Si vous cherchez followership, vous avez des centaines de milliers de résultats. Aujourd'hui, un leader sans follower, ou sans, voilà, le mot français me gêne parce que je pense que ça va dénoter dans l'esprit de chacun, en tout cas ça va réveiller quelque chose de négatif, c'est suiveur, et c'est vrai quand on entend suiveur, on a l'impression qu'on va parler après de moutons qui vont suivre le leader. Mais je vais vous montrer quelques théories sur lesquelles je travaille actuellement qui montrent clairement que ce n'est pas le cas. Et Aristote a clairement dit, donc dans une phrase, si on n'est pas un bon follower, on ne pourra jamais être un bon leader. Donc j'aimerais parler de ça aujourd'hui avec vous tous. Très intéressant, Leïla. J'adore le chemin sur lequel tu nous mènes. Donc, si je comprends bien, être un suiveur, c'est
C'est aussi démontrer du leadership ou ça fait partie d'une étape du parcours du leader. Ouais, et pour moi, même, voilà, à tous les niveaux, on est à la fois suiveur et leader. Il faut juste se dire, et voilà, avoir conscience, et ça arrive avec le temps, avec l'expérience, avec les formations, de se dire sur ce sujet-là, sur cette situation-là, est-ce que je peux être leader? Donc, par exemple, un tech lead. Voilà, aujourd'hui, on associe en général le leadership au management, ce qui est vraiment dommage, mais c'est le cas, puisque de toute façon, toutes les formations dans les organisations qui sont faites sur le leadership, eh ben, c'est les managers que j'ai comme participants. À aucun moment, j'ai un collaborateur, entre guillemets, lambda dans ces séances-là. Donc, du coup, c'est se poser la question et de dire, voilà, par exemple, dans une équipe agile, un tech lead, à un moment donné, il a la connaissance, l'expérience sur la partie technique, donc il est leader sur ce domaine-là. Demain, si c'est un sujet métier, donc ça peut être un business analyst, ça peut être le PO qui est leader. Et donc sur la partie, entre guillemets, managériale, sur tout ce qui est sujet de stratégie, d'objectifs, etc., le leader peut très bien être le manager. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le leadership partagé. On en parlait tout à l'heure, Oana, avec toi au début de la séance. C'est vraiment accepter, puisqu'on accepte sur l'agilité que l'équipe, elle a son autonomie, elle est responsable des résultats qu'elle va produire, elle est responsable des décisions qu'elle prend à son niveau, bien entendu. Il faut accepter aussi ce leadership partagé. Et d'où le fait que j'aimerais parler de followership, et voilà, qui intègre aussi cette notion de leadership aussi. D'accord, donc si tu nous dis comment tu vois ce followership? Donc, est-ce que ça ne vous dérange pas tous? Je vais vous proposer un caout et des questions. Et voilà, je souhaiterais que tout le monde réponde en toute transparence, en toute honnêteté, et on verra les résultats. Et à partir de là, ça va mener nos échanges par la suite. Ça vous convient à tous? Vous êtes tous prêts à répondre? Ok, je vais partager mon écran et on y go. Ok, donc vous allez sur l'application www.kahoot.it et vous avez un code, le 53 505. Et voilà, j'attends les joueurs. Dès que je commence à voir des personnes, je vous le dirai. Ok, il y a un premier coach. Hello Steve. Follower RR. Allez, il reste 14, 13 minutes, 13 secondes. Le chat Pexel. Ok, pas beaucoup de monde qui veut participer, c'est dommage. Pourquoi ça recommence? Ok. Ça te laisse plus de temps, alors Ouais, je sais pas, ouais, mais en même temps, je voudrais juste que ça passe. Tu as 10 participants. Ouais, voilà, c'est largement suffisant. Maintenant, juste, comment on fait pour que ça démarre? Tac. 0. Voilà. Allez, on y va tous. Alors, première question. L'essence du leadership et la capacité des leaders à. Vous avez 4 réponses possibles. Ok, donc 5 bonnes réponses, c'est excellent. On y va. Deuxième question. Donc, Paxal, bravo, t'es premier. Deuxième question. Quelle qualité serait la moins susceptible d'être attribuée à un leader? Donc, énergie, intégrité, courage et initiative, contrôle et stress, optimisme et persévérance.
Ok, waouh. Ok, Steph, bravo. Je reprends la main. Les comportements d'un leader efficace comprennent. Ah, bravo. T'as vu? 9 bonnes réponses, c'est super. Oui. Ok, Steph, toujours premier, bravo. Donc, il ne peut pas y avoir de leader sans. C'est important cette question. Et c'est marrant comme on s'y intéresse très peu. En tout cas, aujourd'hui, très peu d'écrits sur les followers. Voilà, très bien. 11 bonnes réponses. On continue, Steph, bravo. Donc là, on va s'intéresser beaucoup aux followers et effectivement à leur qualité. Divisé quand même comme réponse. Ah, Steph, tu veux pas lâcher ta place? Ça, c'est important. On va retenir ça parce que c'est important. On va le voir par la suite. Ok, 6 bonnes réponses. Bravo. Steve, tu as toutes les chances. Top, 8 bonnes réponses. Et dernière question. Steph, toujours en tête. Eh bien, bravo, 7. Bonne réponse. Donc, le héros du jour. Ah, Steve, bravo. Je m'y attendais pas. Steph, tu as lâché ta place. C'est pas grave. Ouais. Bravo à tous. Bravo à tous bravo. et merci beaucoup d'avoir participé à ça. Donc, du coup, on revient justement à followership. Juste, est-ce que vous pouvez nous répondre très rapidement dans le chat qui a envie d'être follower? Qui a envie d'être suiveur? Vous pouvez mettre un si voilà, si c'est vraiment quelque chose qui. C'est vraiment une question difficile. Voilà, j'ai le plaisir d'être follower de plein de leaders. Eh bien, Marc, bravo. Ok. Donc voilà, c'est une question très difficile. Je la pose de temps en temps. Et c'est vrai que les gens sont mal à l'aise. J'ai l'impression qu'à force peut-être d'avoir le syndrome du héros, c'est-à-dire que
voilà, on est tous avec des contes qu'on nous raconte toute notre vie, le premier de la classe quand on est à l'école, etc. Donc, ça génère en nous cette envie d'être toujours voilà, au plus haut niveau, alors que dans l'histoire, il y a plein de numéros 2 qui, en regardant de plus près, ont plus marqué l'histoire que les numéros 1, ou en tout cas ceux qui sont au devant de la scène. Mais malheureusement, dans les organisations, on a recréé le syndrome du héros, donc en l'occurrence le leader à qui on, on donne plein de qualités, de traits. Voilà. Quand on lit ça, on se dit, mais ça existe réellement, ce leader, hein. Donc, du coup, on se pose souvent des questions Tu, sur... ouais, oui, vas-y, vas-y. as pensé, tu as utilisé le syndrome du leader, Leïla. Oui. Et je voulais savoir pour toi, quel est le syndrome pardon, le syndrome de l'héros, pas du leader, le syndrome de Ouais. l'héros. Bah, le héros, c'est celui qui est très courageux, voilà, qui sait être, qui est athlétique, qui sait défendre, entre guillemets, les plus faibles contre les plus forts, celui qui réussit systématiquement tout ce qu'il entreprend. Voilà, donc pour ne nommer que ça, donc, voilà, c'est un personnage hors du commun, très fort, très courageux, très fonceur, etc. Et dans les organisations, le travail au quotidien, les activités au quotidien, on n'a pas de place pour ce type de personnes, justement, parce que ça peut être dangereux. Donc, c'est toujours la personne qui prend les décisions, qui est super courageuse, etc. Et dans les organisations, ce qu'on devrait faire, en tout cas, et l'agile pousse à ça, c'est vraiment d'aller chercher l'information, d'aller chercher la compétence là où elle est. Donc, une seule personne ne peut pas porter tout ça. On ne peut pas attendre une seule personne. Moi, j'entends souvent cette phrase, il faut qu'on nous donne du sens. Et le sens, il est aussi en nous. Si on ressent qu'il n'y a pas de sens, et comment on fait pour justement trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien? Et je pense que ça, on le fait très rarement. On attend que quelqu'un nous donne du sens. C'est quand même, voilà, pour moi, dommage. Il y a plusieurs notions qui me semblent vraiment clés dans ce que tu dis. Dans ta réponse de syndrome de l'héros, ce que je retiens, c'est qu'il est invulnérable. Voilà, exactement. Il est Tu viens de mettre... Ouais. invulnérable et qu'en même temps, puisqu'il est invulnérable, ce n'est pas soutenable parce que ça n'existe pas. Absolument, Euh, absolument. et, et, euh, et en même temps, comme tu dis, il y a une culture dans l'entreprise qui promue cette image de l'héros invulnérable et qui crée une tension avec ce que tu as dit après, qui est la responsabilité partagée Voilà. du produit et même avec l'agilité. Donc, dans ton expérience, comment tu as vécu, comment tu as traité cet aspect-là de la tension entre cette image ou cette croyance qu'il faut être un héros invulnérable à notre place de travail et l'agilité qui amène exactement ce que tu dis, la compétence, la contribution, le sens partagé, Hum. plutôt que donner du sens. Mais bah, pour moi, en tout cas, ça ne veut pas dire que j'ai réussi, hein. Très clairement, l'agile, il a bien défini, encore une fois, on revient là-dessus, ils ont fait en tout cas leur job en définissant dans une équipe quels étaient les rôles, etc. On n'a pas beaucoup parlé ni de manager, ni de leader. Donc, c'est en train d'être créé parce que c'était un besoin quand on fait de la business agility, de l'agilité au niveau organisation. Il est important aussi que le reste des membres de l'organisation qui ne sont pas dans une équipe, si on considère qu'un manager n'est pas dans une équipe, ce qui est vraiment dommage, on le considère entre guillemets comme un leader. En tout cas, aujourd'hui, manager égale leader, parce que moi, je le vois sur les formations. Est-ce que vous faites des formations de leadership qui vont être les participants de cette formation? Automatiquement, ils vont me dire des managers. Donc, j'associe ça, même si pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, si on veut vraiment travailler en équipe, si on veut créer le teaming, ces formations-là, ou en tout cas cet accompagnement-là, devrait se faire à la fois équipe et manager. Donc, il ne faut pas dissocier le manager de l'équipe. Je donne un exemple. Un manager, il est formé à faire du feedback aujourd'hui. Je pense que s'il y a des coachs dans la salle, ils savent tous qu'on va former le manager. Mais si l'équipe
n'est pas formé à faire du feedback, on n'y arrivera jamais parce que lui, il connaît toutes les ficelles, il connaît toutes les méthodes, les démarches pour faire du feedback, mais son interlocuteur, et au-delà de son interlocuteur à lui, quand les équipes se font du feedback entre eux, ben, ils n'ont pas cette connaissance-là, ils n'ont pas la formation nécessaire. Donc, du coup, ça va être compliqué, entre guillemets, de créer cette culture du feedback alors que l'agilité ne parle que de ça. Donc, juste un exemple tout bête. Il y a plein d'exemples aussi sur growth mindset et fixed mindset. On fait des formations aux managers sur ces sujets-là. Ben, c'est important aussi que le follower qui va faire le travail soit dans un growth mindset et qu'il s'ouvre l'esprit à autre chose, qu'il fasse de la veille, parce que c'est ce qui va amener de la valeur à l'équipe, c'est lui qui fait. Donc, du coup, voilà, je trouve qu'il y a un discours aujourd'hui, ça avance, hein, ça avance vraiment, mais je trouve qu'il y a un discours sur le leader, il y a un discours sur l'équipe agile, et quand on fait de l'accompagnement, ben, on accompagne l'équipe, et rarement le manager est dans l'équipe. Donc, on fait très rarement un travail commun sur voilà, les rituels, quels sont les rituels entre les managers et les équipes, etc. Et c'est ce que tu dis, Leïla, m'inspire sur la formation sur le leadership, ou que tout le monde devra les faire parce que tout le monde est leader. Parce que Voilà. j'ai l'habitude de dire tout le monde est leader de sa vie, donc il n'y a pas de raison Oui, de ne pas montrer le leadership. absolument, au travail. Euh, Complètement d'accord. et en même temps, ce que tu dis, qu'est-ce que tu en penserais de créer, parce que le followership, c'est une notion qui t'est chère, de faire des formations de followers ou de le followership aussi aux managers. C'est ce que je propose, absolument, parce que le manager est follower de toute façon. Je voudrais juste partager avec vous quelques modèles sur lesquels je travaille actuellement, sur justement une formation de followership, parce que je commence à avoir des retours de... Ah, je ne vois pas très bien. Pardon, 2 secondes. Alors, j'arrivais pas à atteindre mon truc. Voilà. Donc, du coup, on est en train de travailler là-dessus parce qu'il y a un client qui est très audacieux, qui a accepté l'idée éventuellement de regarder de près une formation sur le followership. Et du coup, on est en train de travailler là-dessus très rapidement, effectivement. Donc, dans chaque leader, dans chaque follower, il y a un leader et vice-versa. Donc, ça, c'est clair. Donc, beaucoup de personnes en ont parlé. Donc, il y a plein d'études, beaucoup moins que sur le leadership. Mais effectivement, Chalef a vraiment travaillé sur le concept du followership, donc qui a fait son apparition dans les années 80, parce c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à parler de travail d'équipe. Donc, il était très, très important de commencer à traiter ça. Juste pour information, il y a beaucoup d'études sur le followership au niveau des hôpitaux. Parce qu'effectivement, dans une salle d'opération, on a le maître absolu, donc le professeur qui fait l'opération, mais toute l'équipe est là, et donc sans beaucoup parler, ils savent exactement quel est leur rôle, et donc du coup, chacun est leader sur son domaine. Et ça, c'est reconnu dans le domaine hospitalier, cette notion de followership, parce que sans là, il y a un risque pour la vie des patients. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Juste, voilà, donc un des premiers modèles qui est sorti, c'est le modèle de Robert Kelly, où effectivement, il a divisé les followers en 5 parties. Donc, effectivement, sur 2 axes. Un, sur la passivité ou être actif, et le deuxième, sur vraiment cette pensée critique. Pour information, donc aujourd'hui, on est dans un monde de knowledge worker. Donc, tout le monde travaille quelque part avec son cerveau. Quand je parle de tout le monde, donc voilà, au niveau des équipes qu'on coach en général et quand on est dans le service, etc. Donc, cette notion de pensée critique est juste indispensable pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, on a un premier, donc comme vous pouvez le voir dans le cadran à gauche, en bas, les moutons. Donc, ça va être les personnes, et franchement, j'aime pas le mot, mais c'est le modèle qui le décrit comme ça, c'est les personnes qui vont exécuter. Donc, leur objectif, c'est d'avoir leur salaire à la fin du mois.
donc passif et dépendant, il manque d'initiative, et voilà, il ne fera que ce qui est exigé de lui, il n'en fera pas plus. Donc vous avez celui d'en haut, donc il a une pensée critique, mais qui reste passif, donc c'est celui qui va être entre guillemets le plus dérangeant, parce que il va tout le temps être dans la contradiction, alors que voilà, il est passif, donc il est contre tout. Non, je veux pas ça. Même s'il y a des propositions, ça va être toujours la personne qui est toujours en train de contredire là-dessus. Et donc, on a le conformiste, donc qui est actif, mais qui n'a pas une pensée critique. Donc, il va faire, mais à fond, il est engagé, il va faire à fond ce qu'on lui demande de faire, mais il ne réfléchit pas beaucoup sur est-ce que c'est bien de le faire ou pas. Bien entendu, l'exemplaire, c'est ceux qui pensent par eux-mêmes, qui soutiennent l'équipe et le leader. Donc, j'insiste bien sur la notion de soutenir l'équipe au-delà du leader. Donc, se focaliser sur l'objectif. Donc, celui-là, il a besoin d'avoir des objectifs, et surtout, il va aussi participer à créer des objectifs. Donc, il prend des initiatives en augmentant la valeur ajoutée pour l'orga, etc., etc. Donc, du coup, comment dire, c'est le modèle idéal pour ceux qui ne voient pas, parce que j'ai reçu un petit message. Oui. Donc, effectivement, on a au milieu, c'est le pragmatique, c'est celui qui va savoir danser sur ses deux pieds. Donc, il peut être suiveur, comme il peut être à la fois exemplaire en fonction de ses propres, ses propres intérêts. Voilà, donc il y en a pas mal, etc. Donc, ça, c'est un des premiers modèles. Il y en a un deuxième, donc, où effectivement, la notion de leadership en majuscule, c'est celui qui, en général, on l'associe à la haute direction d'une entreprise, etc. Et le leadership en minuscule, mais voilà, ça ne veut absolument rien dire, le leadership est exercé par tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce que l'agilité promeut. Voilà, il n'est pas lié à une position hiérarchique, et donc il fait référence plutôt aux actions. Je prends une action, je suis leader sur l'action, et puis je l'amène jusqu'au bout. Je sais coopérer, je sais partager, etc. Donc, ce qui va relier le leader au followership, c'est vraiment ce qu'on appelle le teamship. Donc, c'est vraiment le lien qu'il y a, et c'est les efforts conjoints à la fois du leader et des followers pour atteindre l'objectif. Parce que si on pouvait faire l'action nous-mêmes, tout seul, pour atteindre l'objectif commun, ben on le ferait tous. Donc aujourd'hui, on travaille en équipe, c'est parce que les activités nécessitent l'intelligence, ou en tout cas les compétences de plusieurs personnes. Et effectivement, on a le followership en majuscule, il fait référence à tout ce qui est le followership exemplaire. Et puis le passif, vous l'avez vu, voilà, c'est celui à qui on donne des ordres et il exécute. Est-ce que déjà, jusque-là, vous avez des questions? Les questions, Leïla, si tu veux bien, on va parler entre nous pendant 40 minutes et après j'ouvre aux Ah, ok, questions. pardon, excuse-moi. Ok, très bien. Après, j'ouvre aux questions dans les dernières Ok, 20 minutes. ok, très bien. Si c'est OK avec toi. Il Ah, bien sûr. y a quelque chose qui m'inspire dans ce que tu avais dit dans le followership, et le followership fait partie du leadership. Comme une des qualités du leader serait l'humilité. Complètement. Et celle du follower aussi, d'être humble. Humble. Pour moi, sincèrement, c'est les interactions qui ont leur importance. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la partie teamship qui est important. Donc, si on demande une qualité au leader, elle devrait aussi exister au niveau de son équipe. Sinon, voilà, si tout le monde dans l'équipe a un ego et qu'il est humble, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça peut donner comme résultat? Donc, pour moi, c'est aussi les deux, c'est-à-dire que c'est un travail à faire au niveau de tous les collaborateurs. Effectivement, aujourd'hui, on privilégie le leader en disant il doit être l'exemple pour pouvoir mener les collaborateurs, etc. Mais moi, je dirais aussi l'inverse. Les collaborateurs aussi doivent être un exemple, puisque si tout le groupe, il ne faut pas oublier l'effet de groupe, si tout le groupe est exemplaire, je ne peux pas imaginer qu'un leader demain ne puisse pas l'être. Parce que de toute façon, ils ne le laisseront pas exister longtemps. C'est très important, ce que tu dis, c'est que le leadership, c'est aussi une dimension systémique, comme tu dis. Et Ouais.
Une personne dans le système change le système. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, effectivement, on donne trop d'importance justement au leader en disant c'est lui qui va changer toute la donne au niveau de l'organisation, alors que allez, les managers, si on les associe à cette notion de leader comme c'est fait dans les organisations, c'est peut-être 10% de toute la population de l'entreprise. Et ceux qui apportent de la valeur réellement sur le terrain, c'est les 90%. Je ne dis pas que ça n'apporte pas. Hein. Le manager apporte énormément comment dire, de valeur, mais encore une fois, c'est l'ensemble. C'est ce qui apporte réellement quelque chose d'unique. C'est à la fois les followers qui peuvent être leaders eux-mêmes et les leaders. C'est cet ensemble-là qui va vraiment créer une chaîne de valeur de bout en bout dans l'entreprise. Merci beaucoup, Leïla. Il y a cette idée que j'aimerais que tu développes encore un peu avant de donner la scène aux questions-réponses. Okay. Tu parlais de la valeur en bout et de leadership de bout en bout. Est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus? Oui, aujourd'hui, effectivement, il faut quelque part cartographier son écosystème parce que voilà, la valeur, elle est faite à la fois avec inter-entreprise et extra-entreprise parce qu'on travaille avec des partenaires, nos clients en premier lieu et le marché aussi. Hein, voilà, donc on existe dans un écosystème et du coup, si on pense à la valeur, c'est vraiment prendre toute ces paramètres-là en compte. Voilà, pour qui on travaille, c'est quoi notre valeur, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos clients, à nos utilisateurs, à nos partenaires, parce qu'ils font partie des personnes qui vont demain fabriquer avec nous cette valeur-là. Et effectivement, en vue tout cet écosystème, c'est vraiment créer voilà, ce qu'on appelle la vision de cette entreprise-là. Et quand je parle de vision, de valeur, de stratégie, etc., j'aimerais vraiment que les entreprises, j'adorerais voir des entreprises qui vivent leurs valeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas plaqué sur un mur, mais quand on rentre, on voit vraiment au quotidien, c'est-à-dire on ressent ces valeurs-là. Quand on parle authentique, quand on parle client-centrique, par exemple, je voudrais vraiment que ça se ressente et non pas qu'on les trouve plaqués sur un mur et que tout le monde les répète, voilà, parce que c'est le discours idéal. Donc voilà, si vous n'avez pas des valeurs, vous ne les vivez pas, pour moi, ça ne sert à rien de les proposer, parce que c'est dommage, parce que les collaborateurs parlent entre eux, et même les managers parlent entre eux. Voilà, voilà. Et l'idée, c'est que quand ces valeurs-là ne sont pas vécues sur le terrain, il y a une dissonance. Donc, et qui dit dissonance, ça veut dire que je fais des actions sans que derrière mon cerveau, mon comportement, mes valeurs soient en accord. Et du coup, voilà, je vais mal le faire ou je ne vais pas du tout le faire. Donc ça, c'est super important de le voir. Et une fois qu'on a ça, effectivement, on va identifier les objectifs partagés par tous et pas juste voilà, la fameuse réunion où on va présenter les objectifs à tout le monde une fois par an. Voilà, sur une centaine de slides. Je dis beaucoup voilà, désolé. Hein. C'est vraiment un truc que j'essaye d'éviter, mais j'y arrive pas. Donc, pour continuer, on présente la stratégie aux équipes, aux collaborateurs. À aucun moment, le collaborateur ou le manager sent que son activité au quotidien est liée à cette stratégie. Donc, trouver des façons de faire, donc il y a plein de méthodes, de démarches qui permettent de relier l'activité de chacun aux ambitions et à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, ce qu'on appelle, ça donne du sens. En tout cas, pour ceux qui ont envie de partager les valeurs de l'entreprise, ceux qui n'en ont pas envie, voilà, ils peuvent aussi partir et chercher des entreprises qui correspondent plus à leurs valeurs. Donc là, déjà, on commence à avoir la valeur à la fois parce qu'elle est construite, elle est explicitée, elle est partagée et au quotidien, je lie mon activité à cette valeur-là qui va être apportée à mon écosystème, au marché, aux clients, etc. Et donc voilà, il y a des démarches aujourd'hui qui permettent de faire ça. Et pour pouvoir le faire, il y a aussi la partie processus, teamwork, etc., qu'il faut développer. Donc, c'est bien beau de dire à tout le monde, vous êtes en agile maintenant, vous travaillez en équipe. Si on ne travaille pas sur la manière
de remettre les équipes à travailler en équipe. Et c'est des accompagnants. Il faut arrêter de dire que c'est dans le cerveau de quelqu'un. On nous apprend très jeune à travailler seul à l'école, donc pour être les premiers en général. Et on arrive en entreprise à maintenant travailler en équipe. Alors que l'objectif premier, et voilà, c'est d'évoluer. D'évoluer vers où? Verticalement. Ça n'a jamais été horizontalement. Donc, du coup, tout le monde est concurrent de son collègue. Et on lui demande de travailler en équipe. Ça s'apprend et je reviens sur la notion de followership, de dire aujourd'hui, tout le monde est follower, tout le monde est leader par rapport à l'activité où il a le plus de valeur. Et à ce moment-là, effectivement, je pense qu'on va tuer un peu le mythe du héros, le mythe du manager, le mythe de l'envie d'être à tout prix manager et d'évoluer juste en vertical. Ce que tu dis, Leïla, me fait penser à l'alignement, ou plutôt au désalignement. Et si tu pourrais répondre rapidement, quels sont les axes nécessaires d'alignement pour être… Pour moi, ouais, je reviens en premier lieu, l'agilité parle beaucoup de valeurs. Donc, il y a un alignement dans les comportements, un alignement dans les valeurs, parce que c'est super important à cause de cette dissonance cognitive. Donc, si on est en dissonance par rapport à ce qu'on est, à nos valeurs, ben c'est quand même dommage puisqu'on va en souffrir. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et ça, c'est individuel à chacun. Donc, il y a un alignement sur la stratégie, sur les objectifs de l'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise, super important. Un alignement sur la manière dont on souhaite délivrer, faire le travail. Est-ce qu'on a envie de le faire en mode concurrence, etc. Ou est-ce qu'on a envie vraiment de créer cette notion de teaming, de travailler en équipe. Et justement, au-delà de travailler en équipe, c'est mettre en valeur l'équipe. Aujourd'hui, on a tendance à mettre en valeur les individus. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a tous envie de reconnaissance, on a tous envie, et c'est vrai, même moi, tout le monde a envie de reconnaissance. Donc du coup, malgré nous, on a envie d'être les premiers, d'être ceux qui apportent le plus d'idées, etc. Mais si on valorisait un peu plus le travail d'équipe, par de l'accompagnement d'équipe, donc sur les process d'équipe, travail inter-équipe, intra-équipe aussi, très important. Et donc, du coup, au niveau organisation et après dans l'écosystème avec les partenaires, etc. Donc, Merci. Alignement à tous les niveaux. Ouais. Merci beaucoup, Leïla. Et puisque tu en avais parlé, vraiment, ce sera ma dernière question, un élément important. Tu avais évoqué le modèle de Carol Dweck sur le fixed mindset, growth mindset, qui m'amène à l'apprenance et ce mode d'être à l'apprenance. Donc, si tu peux développer le lien ou quelle est la posture de leadership du leader apprenant ou de follower apprenant. Voilà, pour moi, effectivement, ça, je ne vais même pas dire c'est l'avenir, ça l'a toujours été. L'humanité a toujours fonctionné par l'apprentissage. Il faut qu'on arrête de dire, on parle beaucoup, même moi, hein, parce que c'est vraiment un discours vendeur, devenir une entreprise apprenante. Je ne le nie pas, je l'utilise beaucoup chez mes clients, mais l'humain, de par son essence, il a toujours fonctionné en apprenant. Et sinon, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Je pense qu'on devient un tout petit peu feignant. Après avoir terminé ses études, on a envie de se reposer, de reposer son cerveau. Donc, on va aller travailler, on fait son job, on rentre à la maison, etc. Ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a des sources d'apprentissage énormes. Il faut arrêter de croire que l'entreprise va passer son temps à vous financer des formations à longueur d'année. Donc, en général, ils vous proposent 1, 2 par an. Mais sincèrement, je le dis parce que je le fais tout le temps. Aujourd'hui, il y a des moyens d'apprendre pour rien et à un niveau beaucoup plus intéressant que ce que pourrait proposer une entreprise. Donc, il y a vraiment des MOOC qui peuvent être super intéressants. Il y a vraiment des plateformes avec des propositions géniales. Toutes les universités du monde, Harvard, auxquelles on n'avait jamais accès avant, Stanford, MIT proposent des cours, mais phénoménaux sur tous les domaines et qui ne coûtent pas cher. Donc, je me dis, c'est aussi à chacun de se prendre en main et de ne pas attendre de son leader, en plus de son rôle de prendre des décisions, de faire du travail, entre guillemets, d'assister à beaucoup de réunions,
Voilà, il peut aussi participer, il peut être aussi, si c'est comment dire, un leader ou un manager de proximité, lui-même peut aussi être impliqué dans les projets et faire lui-même le projet, à être votre professeur. Donc, il faut aussi se prendre en main et aller chercher l'information, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cette excuse de dire « je ne sais pas où trouver ». Donc, une entreprise apprenante, pour moi, voilà, c'est un peu Google. Les Googleurs, je ne sais pas, mais je vous enverrai le lien si vous le souhaitez. Ils ont créé effectivement l'apprentissage par les pairs. Donc, ils vont demander à tout le monde de travailler sur des formations quand on est bon. Et c'est les Googleurs qui donnent des formations aux Googleurs. Donc, ils ont créé un système. Voilà, mais je pense que tu as le lien peut-être, Oana. Et voilà, quand on voit ce travail-là, où ils partagent leurs connaissances, ils créent des formations, ils apprennent, on se dit c'est normal qu'ils sont à ce niveau-là. Merci beaucoup, Leïla. Et avec plaisir, c'est un sujet qui me passionne. Ça m'évoque aussi, tu sais, apprendre par les narrations, Ouais. des sages. Et oui, tu m'en avais parlé. C'est le moment d'apprendre, que nous apprenons des questions de nos participants. Avec plaisir. Il y a Stéphane qui avait 2 questions que je vois dans le chat. Donc Stéphane, si tu veux poser tes questions, je peux les lire, mais si c'est plus sympa si tu veux venir devant et salut Stéphane, je te connais. Ta caméra ou pas, comme tu veux. Salut Stéphane, comment tu vas? Salut. Poser tes questions. Et bonjour Léla. Comment tu vas? Bonjour Anna, je vais très bien, merci. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Oui, j'avais plusieurs questions. Donc, la première, c'était sur cette notion de leader ou de leadership, parce qu'on parle beaucoup d'individus, du coup. Ouais. Une question, est-ce que cette notion de leader ou de leadership peut être au niveau de la dimension d'un collectif, d'une équipe, en fait? Mais complètement, c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, Owanan, on en a parlé tout à l'heure, le leadership partagé, c'est-à-dire dans une équipe, je parle beaucoup d'agile parce que effectivement, je suis des équipes agiles. À un moment donné, je suis leader, je suis tech lead, donc sur les solutions techniques, c'est moi qui vais être leader, c'est moi qui vais accompagner l'équipe à choisir les meilleures solutions, etc. Je suis PO, je suis leader aussi, parce que c'est moi qui vais accompagner sur le choix en tout cas sur la priorisation des fonctionnalités à mettre en place par rapport à ma connaissance du marché, la valeur que ça va apporter. Un développeur peut être leader sur un sujet, etc. Donc, quelque part, à un moment donné, dans une équipe, on est tous à un moment donné follower ou leader. Et il faut vraiment se le dire. Et pour moi, former l'équipe et les managers à cette notion-là. Même le manager, à un moment donné, il est follower de l'équipe, du tech lead, par exemple. Et donc, du coup, dans cette position-là, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut utiliser au travers des formations? On apprend à l'être. Ouais. Ma question portait plus sur l'équipe. Est-ce qu'une équipe peut être leader, en fait, ou est-ce qu'une équipe peut assumer cette posture de leadership? Elle l'assume quelque part. Elle pour moi, l'assume indirectement. indirectement. Voilà, mais indirectement, voilà, effectivement, parce qu'à un moment donné, elle prend elle-même ses décisions, parce que, encore une fois, on revient au sujet, le delivery, ou en tout cas le produit ou le service qui est fabriqué, il est fabriqué par l'équipe elle-même. Après, effectivement, sur les actions à l'intérieur, pour pouvoir, sur les activités pour pouvoir fabriquer ou délivrer ce service ou ce produit, c'est toute l'équipe qui est leader sur ce delivery-là. Mais dans les activités, après on divise en activités, c'est ces activités-là où on va dire, lui, il est leader sur ce sujet-là et l'autre, il est leader sur un autre sujet. Ok, merci. Encore une fois, je reviens, j'aimerais vraiment qu'on pose la question aussi, est-ce que l'équipe ou les membres sont followers et comment ils peuvent accepter, parce que c'est compliqué, le mot de dire vous êtes des followers ou des suiveurs. Le mot français tue, et j'ai l'impression que quand on pose cette question, mais je le vois à la tête des personnes, leur visage change. J'ai pas envie d'être un suiveur. Et c'est dommage. Merci. Parce qu'il y a vraiment des pratiques à mettre en place. Ouais. Merci à toi. Merci Leïla, merci Stéphane. Si c'est OK pour toi sur cette première question, tu peux poser la deuxième, à moins
quelqu'un a une question Je vais laisser la parole à Ouais. d'autres. Ok. Je voulais poser On une question, reviendra. Vas-y, une Akima. remarque. Ouais. Une remarque par rapport à cette histoire de followers. Mm. Je t'avais raconté une fois, que quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient ne te laisse pas influencer, cultive ta personnalité, ne suis pas les autres, donc ne suis pas les autres, ne sois pas une follower. Et je te racontais qu'aujourd'hui, Ouais. effectivement, Tout le monde est. influenceur, c'était un métier et que Ça rapporte beaucoup d'argent. voilà, et Avec que finalement, cette notion de suiveur, c'était quelque chose qui était devenu positif. Positif à l'extérieur des organisations. Je pense qu'au niveau Voilà. organisation, c'est vraiment moi, en tout cas, je le dis, hein, je suis en train de discuter avec 2 boîtes qui sont assez innovantes là-dessus, qui me demandent des formations de followership, où les managers sont aussi à l'intérieur. Donc, on va faire un pilote. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai jamais entendu une entreprise qui me dit, en tout cas, qui lance un appel d'offres en disant je veux une formation sur le followership. Surtout, je sais pas, on a perdu Akima, mais ces formations, Leïla, c'est ce qui m'inspire, c'est le faire pour le top management. Oui, mais pour moi, oui. Encore une fois, je reviens et je dis, moi, un leader et un manager, c'est un follower lui-même. Il est manager, il a au-dessus de lui quelqu'un, il a au-dessus de lui quelqu'un, et même si on est le PDG d'une entreprise, on est comme un follower de son écosystème. Donc, on n'est jamais, entre guillemets, indépendant. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'humain, c'est ces interactions-là. Akima, est-ce que c'est bon pour toi? Parce que tu avais une autre remarque. Oui, non, c'est très bien. Très bien. Merci. Merci, Akima. Idriss, oui. Idriss, au fait, le plaisir de vous revoir tous. moi aussi. Au fait, ce que je vois aussi, le followership, on le retrouve naturellement, et ce côté leadership, on le retrouve carrément dans le milieu sportif, ce qu'il faut le transposer dans les organisations. Absolument. Les organisations, ils aiment bien dans le jeu, carrément, quand on organise de team building, ils sont dans le jeu, ils sont dans le followership, mais une fois ils reprennent leur case de départ, parce qu'il y a une culture de casier, tu appartiens à quoi, donc tu es dans tel casier, quel casier, d'où la pyramide et la verticalité. Et ce qui serait génial, c'est de les transposer vers une organisation sportive d'esprit. Non, mais pour moi, c'est super important parce qu'aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on se coupe de 90% de son effectif. Et même en faisant beaucoup d'agile, les équipes agiles restent quand même à leur place. Donc dans la prise de décision à très haut niveau, etc. etc. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, je parle de knowledge worker. Donc c'est vraiment les travailleurs du savoir. C'est dommage qu'on se coupe d'une telle force. Je parle des Googlers à qui on a demandé de faire des formations, de se former entre eux, etc. Voilà, donc rien que sur les coûts des formations, ça va diviser par… Et dommage que les entreprises ne se lancent pas dans ce défi-là, de se dire, OK, je recrute des bons sur le marché, je recrute vraiment des personnes avec des cerveaux bien faits, avec un mindset bien fait, etc. Comment je peux les utiliser au-delà même de faire juste leur job au quotidien? En fait, c'est une question de confiance dès le départ. On se fait confiance, on peut avoir un leadership partagé. S'il n'y a pas de confiance, leadership, il va passer à côté. Ça prendra du temps. Ouais. Et cette confiance, dans le milieu sportif, on la retrouve rapidement parce qu'il y a la notion du plaisir derrière. Et en entreprise, comme tu as dit au départ, on est formaté, c'est le système éducatif aussi qui a formaté, qui nous a formaté, qui n'aide pas, et qui a permis de prendre autant de temps pour que les gens commencent à se dire oui, peut-être il faut changer sur ça. Absolument. Je pense que voilà, mais ça va dans le bon sens. Je le dis très clairement. Moi, j'ai 25 ans de carrière, donc entre mes débuts et aujourd'hui, c'est juste un monde, voilà, un ravin entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a actuellement. Donc, on voit
clairement que les managers sont beaucoup plus dans l'ouverture, dans le partage. Ça n'arrive pas encore à tous les niveaux, mais petit à petit, c'est comme une tempête de sable. Ça va tout de suite englober l'entreprise et j'espère avoir l'occasion de voir le résultat à un moment donné. Merci bien. Merci Idriss, merci pour ta question, merci Leïla. Avec plaisir. Anne-Laure a aussi une question qui a mis dans le chat. Donc Anne-Laure, est-ce que tu veux venir la poser à Leïla ou... Oui. Bonsoir à tous. Salut Anne-Laure. Leïla, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'il faudrait intégrer les RH dans l'accompagnement vers ce nouveau mindset et faire en sorte que ils appuient aussi ça ou qu'ils soient même demandeurs? Enfin, je ne sais pas, est-ce que, à ton avis, il y a quelque chose à creuser ou oui, mais il y a un sujet à creuser, mais mon premier sujet, ça va être vraiment la personne elle-même. Donc, le followership, même si ça ne s'apprend pas, entre guillemets, au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a vraiment des techniques qui sont intéressantes à apprendre, c'est vraiment convaincre aussi les personnes. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, il y a une formation sur le followership, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont s'inscrire dedans. Donc, au-delà même des RH qui sont eux-mêmes des collaborateurs, pour moi, vraiment, le mouvement doit venir de chacun. Je ne pense pas que ce soit aux leaders de pousser ses équipes, ni aux équipes de pousser le leader, etc. Comment faire en sorte avec une sensibilisation, avec des explications, avec une pédagogie clair, expliquer que l'avenir d'une entreprise, c'est ses collaborateurs et à un moment donné, ils vont jouer plusieurs rôles. Un rôle où ils vont être suiveurs, il faut l'accepter, et à un moment donné où ils sont leaders et les managers doivent l'accepter. Donc, une fois qu'on a ça, effectivement, les RH peuvent jouer leur rôle en proposant des formations, en proposant des choses. Merci. Merci à toi, Anne-Laure. C'est bon pour toi, Anne-Laure? Merci, oui, merci beaucoup. Merci pour ta question. Alors, merci Leïla pour ta réponse. Nous avons peu de minutes. Il y avait la deuxième question de Stéphane. Oui. Que je retiens. Donc, Stéphane, si tu veux revenir. Oui, pourquoi pas. Tu as parlé beaucoup d'alignement, Leïla. Oui, tout à fait. Complètement d'accord avec ça. Hein. Il faut que l'ensemble des équipes, l'ensemble des individus soient alignés sur des objectifs communs. Mais comment est-ce qu'on mesure cet alignement? Comment est-ce qu'on le contrôle? Alors, je n'aime pas trop ce mot non plus, mais comment moi non plus. Comment on le pilote? On s'assure que tout le monde est aligné? En fait, c'est ça Absolument. Ma question. Donc, nous, en tout cas, dans l'accompagnement qu'on fait, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, Issam et là, Tadja est là, et donc Anne-Laure, Akima. Donc, on travaille beaucoup dans l'accompagnement des organisations, justement, dans cet alignement-là, en partant vraiment de la vision, de la stratégie jusqu'à la déclinaison. Donc, la chaîne de valeur de bout en bout. On parle d'exécution disciplinée, même si certaines entreprises nous demandent de changer le mot discipliné. Mais ce n'est vraiment pas un mot tabou. Quand on parle de discipline, ça ne veut pas dire que je le fais sans réfléchir. Encore une fois, la réflexion, elle est faite en amont et on peut à ce moment-là donner son avis. Mais une fois que la stratégie est claire, etc., il y a moyen. Donc, nous, on met en place ce qu'on appelle des salles de pilotage qui permettent aujourd'hui, donc c'est des salles de pilotage qui sont ouvertes à tous les collaborateurs de l'entreprise, sans exception. Donc, où on va avoir des tableaux, où il y a un tableau sur la stratégie, un tableau sur les roadmaps, un tableau sur la valeur, parce que nous, on est sorti du paradigme de l'output, c'est-à-dire on ne suit plus le delivery, en tout cas à haut niveau, au niveau de l'organisation, on suit la valeur. Qu'est-ce qu'on a produit comme valeur en faisant le delivery? Le delivery et ce qu'on a livré comme fonctionnalité, etc. Pour moi, c'est le job des équipes de projet. Ce n'est pas le job des exécutifs ou en tout cas des managers. Eux, ils doivent suivre la valeur parce qu'ils ont établi des objectifs, ils les ont partagés et on a mis des KR, des key results pour pouvoir suivre ça. Donc, eux, leur souci premier, est-ce qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est mis ou pas? Et est-ce qu'il faut qu'on change de direction ou pas?
Et les équipes, effectivement, sur le terrain, travaillent beaucoup sur le delivery. Et en même temps, avec cette pensée, donc nous, on a rajouté dans nos Kanban ou dans nos management visuels une colonne à la fin, valeur atteinte ou pas. Donc, au-delà de j'ai livré, bravo, je me congratule, c'est est-ce que, au-delà de ça, la valeur qui a été estimée au départ sur une fonctionnalité a été atteinte sur le marché ou pas. Et c'est ça, on est content quand ça rapporte. Et quand je parle de rapporter, c'est moi juste, c'est pas juste la partie financière, on parle aussi d'image de marque, de satisfaction client, etc. Donc voilà, donc on crée cet alignement au travers d'un objet qu'on appelle salle de pilotage, où on a tout ça qui est présenté aux équipes. Tout le monde y a accès, donc tout le monde sait exactement où on en est des objectifs de l'entreprise, qu'on soit développeur, qu'on soit PDG, les réunions par rapport à cette gestion de valeur, de l'avancement de l'activité, etc., se fait dans cette salle-là. Donc, ouais, ça permet en tout cas de mettre en musique cet alignement-là. Ok. Merci Leïla pour ta réponse. Est-ce que Stéphane, c'est bon pour toi? Oui. Alors, je vais juste vous faire un petit cadeau avant de partir. Si c'est fini, bien entendu, je ne sais pas. Donc, il y a une vidéo super sympa sur comment le tango peut vous apprendre à les notions de leadership. Et effectivement, au travers de cette danse juste magnifique, vous allez voir vraiment comment dire, des moments où quand on est leader et qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre en interaction, qu'est-ce que ça peut générer comme problème et vice-versa. Donc, il y a 4 parties et qui racontent une histoire différente en musique et c'est vraiment magnifique. Et c'est une vidéo que j'utilise beaucoup dans mes formations. Ah, merci beaucoup Leïla de nous avoir offert ce cadeau, le tango du leadership. Voilà. Nous allons danser. C'est l'heure. Et je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, d'être venu avec ton enthousiasme, ta poigne et puis tes idées qui vont changer, à mon avis, la phase du leadership. J'aime beaucoup cette idée de followership. Et si je pourrais proposer des formations de followership au PDG, je les partager avec toi. Avec grand plaisir. Merci à tous d'être avec nous, d'avoir passé cette heure. Et puis, je vous souhaite sur ces propos bon appétit, bonne danse, apprenez le tango. Voilà, exactement. Regardez la vidéo, elle est superbe. Et profitez-en pour danser avec vos conjoints. Oui, et puis au revoir à tous. Vous pouvez aussi, tiens, je crois que c'était un des derniers dialogues sur le mois de février sur le leadership agile, célébrant les 20 ans du manifeste agile qui était écrit en février 2001. Donc, si vous voulez, avant de partir, juste enlever vos micros et dire au revoir à tous ensemble, nous pouvons faire ça. Ok. Voilà. Coucou Issam. 1, 2, 3. Salut Léla. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup à tous. Au revoir. Salut Lamia. Salut. Bye bye. Salut Lamia. Ciao. À bientôt tout le monde. Merci. Bye bye. Bye.